Donc, un des objectifs principaux, c'était clairement de vous faire établir le prix de vente unitaire de certains ouvrages tels qu'on peut les reporter dans un devis. Donc, comment établir le prix de vente unitaire d'ouvrages élémentaires. Donc, établir le prix unitaire de vente d'un ouvrage qu'on va reporter dans un devis, eh bien, il est d'abord important de bien identifier l'unité de cet ouvrage. Cette unité, ça peut être l'entreprise qui le choisit, qui l'a choisi si finalement on ne lui impose pas. Hein, c'est elle qui va proposer une unité d'ouvrage qui lui semble le plus logique au vu de ce qu'elle va réaliser comme travaux. Si on lui impose un cadre de devis quantitatif estimatif, là vous avez un extrait d'un bordereau de prix dans lequel l'entreprise va reporter des prix unitaires de vente, mais il est important d'identifier là si c'est au mètre cube, au mètre linéaire, forfaitairement, à l'unité, l'unité de cet ouvrage. Alors, pour illustrer l'importance de cette unité, je prends par exemple le prix de vente qu'on souhaite établir pour 1 mètre carré de chape de mortier de ciment qui fait 6 cm d'épaisseur. Donc, eh bien, la quantité de mortier qui sera nécessaire pour réaliser 1 mètre carré, elle sera de 0,06 m3 plus quelques pertes, et non pas 1 m3 de mortier. Ça paraît évident, mais voilà, je préfère insister là-dessus parce que c'est des erreurs classiques qu'on peut retrouver dans vos productions, mais ça peut arriver à tout le monde de, de- de- de rater un calcul parce qu'on n'a pas fait suffisamment attention à l'unité d'ouvrage pour laquelle on faisait nos calculs. Alors, ce qui vous est dispensé à l'IUT comme méthode, c'est la méthode des sous-détails de prix. Euh, Sous-détail de prix, c'est qu'on va clairement chercher à analyser et à voir les composantes des prix. Hein. Au début, on vous a fait trouver naturellement quelles sont les dépenses qu'on allait avoir pour réaliser les travaux, ou comment on pourrait les vendre aux clients. Donc, on va revenir sur cette analyse, sur ces composantes de prix. Donc, quelles sont les composantes du devis? Clairement, qu'est-ce qu'on va chercher à vendre au client? On va avoir comme composante les déboursés secs. Les déboursés secs, ou on peut les appeler aussi les déboursés d'ouvrage, c'est clairement toutes les dépenses qu'on va avoir directement derrière les ouvrages qu'on exécute. Ces ouvrages, ces éléments d'ouvrage, ils sont reportés sur les plans, ils sont décrits, les prestations sont décrites dans le cahier des clauses techniques particulières. Ce sont les dépenses de main-d'œuvre, de matériaux, de matériel. Ce sont peut-être des ouvrages qui seront sous-traités. Donc, ce sont ces déboursés secs qu'on va d'ailleurs chercher à établir en premier. Qu'est-ce qu'on vend aux clients? On vend aussi des frais de chantier. On va avoir des dépenses sur le chantier qui ne sont pas des déboursés secs, mais qui sont nécessaires au fonctionnement du chantier. On a besoin, par exemple, mais on y reviendra par la suite, on a des dépenses d'encadrement de chantier. L'entreprise dépense de l'argent pour ses conducteurs de travaux, ses chefs de chantier. On va pouvoir les imputer au chantier sur lequel ils sont affectés. On va avoir d'autres dépenses, des honoraires. Voilà, on va revenir plus tard sur ces composantes, mais chose qu'il faut retenir, c'est des dépenses qu'on a pour le chantier, mais qui ne sont pas des déboursés secs. On va retrouver des frais généraux. L'entreprise a un siège, elle va avoir des frais de direction, des services administratifs, elle va avoir des locaux, elle va avoir des taxes, des assurances, des impôts. Donc toutes ces dépenses, on va chercher à les vendre quelque part aux clients. Forcément, on va les inclure dans nos devis parce qu'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise a besoin de dégager un bénéfice, une marge bénéficiaire, qui peut couvrir aussi des aléas qu'on risque d'avoir pendant le chantier. Donc ces bénéfices, à quoi ils servent? Mais clairement, ils servent à constituer une trésorerie, augmenter les capitaux propres de l'entreprise, perfectionner des méthodes, des outils, développer des activités, redistribuer l'argent aux actionnaires, aux associés, en distribuant des dividendes. Voilà, donc ces bénéfices sont nécessaires à la survie, à la vie de l'entreprise. Donc si on revient sur ce qu'on a évoqué précédemment, ben, le prix de vente hors taxe euh, reporté dans un devis, c'est la somme de déboursés secs, de frais de chantier, de frais de marché. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est par exemple, pour donner un exemple, c'est
des dépenses qu'on peut avoir concernant un compte prorata pendant le chantier. On va avoir des frais généraux et une marge bénéficiaire. La somme des déboursés secs des frais de chantier représente ce qu'on appelle le coût de revient. C'est ce que ça revient, ce que revient, quelles sont les dépenses qu'on a pour faire le chantier. On va avoir la notion déjà de prix qui intervient dès qu'on rajoute des frais de marché et des frais généraux, un prix de revient, et le fait de vendre quelque part au client, le fait de rajouter un bénéfice, on a ce prix de vente. Alors, le reste du document là qui est affiché, ce qui est affiché, ça illustre quoi? On a clairement dans une phase d'étude, au moment de l'élaboration du devis, on a calculé le prix de revient des travaux et on a souhaité dégager dans le devis, on a reporté on a noyé quelque part, on espère dégager des bénéfices et quelque chose qui puisse couvrir des aléas. Pendant le chantier, on va, et donc, excusez-moi, ça c'est clairement ce que le client, s'il l'accepte bien sûr, va payer lorsque vous allez réaliser les travaux. Mais pendant les travaux, vous allez engager des dépenses. Donc les trois cas sont ceux qu'on forcément on risque de tomber dans un de ces trois cas. Le premier cas, c'est qu'on dépense finalement moins. La conduite de travaux, les cadres de chantier sur le chantier vont dépenser moins que ce qui a été prévu à l'étude, c'est tant mieux. Donc on dégage une marge bénéficiaire plus importante. Alors dire aussi que de toute façon on essaye on demande à la conduite de travaux de refaire souvent une étude de prix bis, hein, de faire un budget, un objectif, dans le but d'améliorer encore le bénéfice, mais encore faut-il pouvoir s'y tenir pendant les travaux, ne pas dépenser plus que ce qu'on a prévu. Si c'est le cas, eh bien, on se retrouve dans ce cas numéro 1, et c'est tant mieux, bien sûr, puisqu'on dégage un bénéfice plus important. Le deuxième cas n'est pas encore critique, mais malheureusement, on a dépensé plus que ce qu'on avait prévu à l'étude, et on va dégager malgré tout un bénéfice qui sera moins important. Bon. Le cas 3 est bien sûr beaucoup plus critique, puisque là, vous ne dégagez non seulement pas de bénéfices à l'issue du chantier, mais vous avez même des pertes. Vous avez dépensé plus que ce que le client va vous payer. Donc ça, c'est préjudiciable. Il faut, bien sûr, il faut que ça soit occasionnel, ça soit sur un chantier, sur des montants relativement pas importants, sinon ça risque de mettre, si ça se réitère plusieurs fois, voilà, bon, mettre en péril l'entreprise. Donc, comment allons-nous procéder pour établir nos prix unitaires de vente? Donc, on va d'abord se focaliser sur nos déboursés secs. Les déboursés secs, la première composante que j'ai bien sûr envie de mettre en avant, c'est la main-d'œuvre. Donc, les compagnons sur un chantier, comment estimer le coût ramené à une unité d'ouvrage élémentaire? Donc, pour l'unité d'ouvrage élémentaire, je peux par exemple partir de temps unitaire. On l'a déjà évoqué sur la partie planification, sur la durée d'une tâche. Bon, on a déjà évoqué cette notion de temps unitaire, et donc pour une unité d'ouvrage élémentaire, le coût c'est multiplier ce temps unitaire par un déboursé horaire de main-d'œuvre. On va y revenir un tout petit peu par la suite. C'est vrai qu'on s'y est pas beaucoup attardé, et pourtant il faudrait, parce que c'est important. Derrière ces valeurs qu'on vous a annoncées, ou différentes valeurs de déboursé horaire de main-d'œuvre, il y a forcément des calculs, un raisonnement qu'il faut avoir un peu compris. Donc, si on est capable d'établir directement le coût en utilisant cette formule pour une unité d'ouvrage, eh bien, on va chercher à le reporter. C'est ce qu'on voit dans le tableau ici. On a un calcul qui est fait pour 1 mètre carré de plancher réalisé à des lettres de prédale. Et si on est capable d'estimer le temps ramené à cette surface, à cette unité d'ouvrage qui est le mètre carré, eh bien, on va reporter nos valeurs avec un temps unitaire fois un déboursé horaire. Le déboursé ici que vous avez, il a peut-être évolué entre le moment où ce document ou cette vidéo a été faite et puis le moment où vous allez la regarder. Ce déboursé horaire de main-d'œuvre, alors il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps, c'est clair, on n'y passe pas du tout de temps là-dessus, et il faudrait, mais dans le principe, c'est qu'on regarde toutes les dépenses qu'on a
pour les compagnons, et d'ailleurs c'est pas la même dépense qu'on a pour chacun des compagnons, hein. On regarde les dépenses pour chacun d'entre eux sur une année en général, et puis on le divise par le nombre d'heures productives, travaillées, vraiment, et on obtient un déboursé horaire qui peut être un déboursé horaire pour différents compagnons, pour une équipe, et puis on fait une moyenne à l'échelle d'une équipe et on obtient notre déboursé horaire de main-d'œuvre. J'insiste bien sur le fait qu'il faudrait passer plus de temps sur la façon d'établir ce déboursé horaire. Donc cette main-d'œuvre, on peut raisonner aussi avec l'échelle à la notion au niveau d'une échelle d'une équipe. Hein, clairement, là vous avez un extrait de planning, enfin des informations qui vont concerner clairement la durée de tâches. Euh, donc vous avez par exemple des voiles au rez-de-chaussée d'un bâtiment et au R+1 d'un bâtiment. On voit que ces voiles vont être réalisées au rez-de-chaussée pendant 10 jours. On voit qu'ils vont être réalisés sur 11 jours au R+1. Et donc à chaque fois, on voit trois compagnons, une même équipe, qui est affectée finalement pendant 21 jours pour faire quoi? Ben, pour faire une certaine surface ou un certain linéaire, mais là on va se ramener au mètre carré de voile. Et donc, si je veux calculer le nombre d'heures qui sont prévues pour réaliser des voiles qui sont dans un bâtiment, hein, qui serait avec deux niveaux, rez-de-chaussée R+1, eh bien le nombre d'heures totales que je pense devoir passer pour réaliser ces voiles, c'est 21 jours, la somme des deux durées au rez-de-chaussée au R+1. L'équipe enchaîne les voiles du R+1 tout de suite après ceux du rez-de-chaussée. Les ouvriers vont travailler un certain nombre d'heures par jour. Là, je suis parti sur un exemple de 35 heures par semaine qui est la durée légale, qui représente 7 heures par jour. On peut avoir des heures supplémentaires. Et puis, on a cette équipe de 3 ouvriers. Donc le nombre d'heures total, le crédit d'heures total pour réaliser ces voiles, qui représentent ici une surface de 580 mètres carrés, ça revient finalement à un temps unitaire de 0,76 heures pour coffrer, ferraille et bétonner et décoffrer un mètre carré de voile. Il me suffit de multiplier ce temps unitaire par un déboursé horaire, ici j'ai proposé 33 euros de l'heure, pour avoir un coût, la part de la main-d'œuvre pour un mètre carré de voile. Donc vous avez fait ce genre d'exercice pour autre chose qu'un voile, hein, pour d'autres ouvrages. Vous avez cherché à calculer la part de la main-d'œuvre dans l'exécution d'un ouvrage.